Alors, bonjour à tous. Je suis docteur Javedi Nima, je suis médecin anesthésiste réanimateur à la Petite Salpêtrière dans le service de réanimation de chirurgie cardiaque. Et donc, je vais vous faire le cours sur le monitorage hémodynamique dans le cadre du DU soins infirmiers en réanimation. Alors, pour commencer, on va apprendre les principes de base donc, de l'hémodynamique. On va apprendre un petit peu les outils disponibles pour faire du monitorage. Et ensuite, on fera quelques petits exercices et une conclusion. Donc, pour les principes de base, donc déjà, c'est quoi monitorer? Un monitorage, ça vient du latin, ça veut dire avertir. Et donc, l'idée, c'est être alerte sur les paramètres hémodynamiques. Et donc, c'est quoi l'hémodynamique? C'est en fait toute la physiologie qui va étudier les lois d'écoulement du sang en fait, dans les vaisseaux. Et donc, toute l'idée, c'est pouvoir évaluer en fait, surtout un débit cardiaque. Donc, les objectifs en pratique, c'est de base pouvoir détecter et prévenir tout incident hémodynamique, notamment en anesthésie, quand on va intuber un malade, on va modifier son hémodynamique. Et même en chirurgie, il y a des variations de volémie qui sont liées au saignement. Donc, pour ça, pour certaines chirurgies, ça reste indispensable de pouvoir monitorer le débit cardiaque. Et en réanimation, surtout pour des patients qui sont en situation critique, c'est indispensable de pouvoir évaluer l'hémodynamique afin d'optimiser la perfusion des organes et de prévenir la défaillance d'organes. Alors, on va reprendre vraiment des principes de base. Donc, comment est organisée en fait la circulation sanguine? Donc, l'objectif de la circulation du sang, c'est d'apporter de l'oxygène à tous les organes et d'assurer un équilibre entre les besoins et l'apport d'oxygène. Donc, notre système il est artério-veineux. Il faut comprendre que le débit du retour veineux, c'est égal au débit qu'on retrouve au niveau aortique et qui est assuré donc par les deux ventricules. On parle d'un système en série avec un ventricule droit qui va admettre le retour veineux, une circulation pulmonaire entre le ventricule droit et le ventricule gauche, et donc le ventricule gauche qui va éjecter dans les différents organes. Et donc tous les organes, par contre, eux, ils sont insérés dans un système qui est en parallèle, on parle de circulation régionale. Alors pourquoi on a une circulation sanguine? L'objectif, c'est apporter de l'oxygène au tissu, et donc parce que nos cellules en fait fonctionnent avec un métabolisme qui est principalement aérobie, avec une mitochondrie dans les cellules. Et donc, en présence d'oxygène, on a un métabolisme en fait qui va être aérobie et donc une production d'énergie par les 18 molécules d'ATP. Donc l'ATP, c'est quoi? C'est vraiment le substrat énergétique qui permet aux différentes fonctions de la cellule euh, de pouvoir fonctionner correctement. Et donc, on voit qu'avec l'oxygène, on a un rendement qui est bien plus élevé. On peut produire pour un sucre, c'est en fait c'est le métabolisme, la résultante pour produire de l'ATP, il faut du sucre. Et en fait, du sucre en présence d'une molécule de glucose en présence d'oxygène, avec la mitochondrie et la chaîne respiratoire, on peut produire 18 molécules d'ATP. Alors qu'en situation d'anaérobie, donc s'il n'y a plus d'oxygène qui est apporté à la cellule, donc on part sur un métabolisme anaérobie. Et dans ces cas-là, la production d'ATP est bien plus réduite, on est de 2 molécules d'ATP. Donc beaucoup moins, un rendement beaucoup moindre. D'où l'importance d'assurer vraiment de l'oxygénation aux cellules. Donc pour assurer l'oxygénation aux cellules, il faut assurer un débit cardiaque. Alors, la question maintenant, c'est comment on peut calculer ce débit cardiaque. Alors, de base, il y a plusieurs méthodes pour le calculer. On peut regarder soit le retour veineux, donc soit on arrive à évaluer le retour veineux, donc on dit que le débit cardiaque c'est le retour veineux. Soit on arrive à évaluer le volume d'éjection systolique dans le ventricule gauche. Et dans ces cas-là, le volume d'éjection systolique dans le ventricule gauche fois la fréquence cardiaque, c'est pareil, ça fait le débit cardiaque. Regardez les différences entre consommation d'oxygène et apport d'oxygène. Donc ça, c'est la loi de Fick.
Donc, ça permet d'évaluer le débit cardiaque. Donc, on regarde la VO2, la consommation d'oxygène, sur la différence artério-veineuse, le DAV. Donc ça, c'est la loi de Fick. C'est une autre méthode pour calculer le débit cardiaque. Et après, il y a une définition qui est plus physique. C'est la loi de Poiseuille. Ben, un débit, en fait, c'est une pression sur une résistance. Méthode, donc ce sont des grands principes de mesure du débit cardiaque. Et en fait, chaque outil développé va se servir de cette méthode. Alors, si on se base sur la méthode du volume d'éjection systolique, donc il faut comprendre quels sont les déterminants du volume d'éjection systolique du ventricule gauche. En fait, son volume il va varier en fonction de la précharge, de la contractilité intrinsèque du cœur, du ventricule gauche principalement, et de la post-charge. Donc on va aborder donc chacun des différents points. Alors c'est quoi la précharge? En fait, la précharge, c'est l'ensemble des facteurs qui créent une contrainte sur la paroi, un stress en télédiastole du ventricule gauche. Donc en télédiastole, donc c'est en fin de diastole, c'est quand le ventricule gauche est à la fin de son remplissage. Donc c'est là où on peut savoir si la précharge est maximale ou pas. Et donc ce qui détermine la précharge, c'est le retour veineux. Donc c'est le volume sanguin circulant. Et donc le retour veineux, là-dedans, il y a la volémie qui joue. Donc c'est vraiment le volume de liquide dans le compartiment. Il y a aussi tout ce qui est la compliance du réseau veineux. Donc, si les résistances sont basses, ben, des fois on a une baisse du retour veineux. Alors que si on monte les résistances dans le système veineux, on va augmenter le retour veineux. Et ce qui va impacter sur le retour veineux, c'est les pressions intrathoraciques et intra-abdominales. Donc, si vous avez une augmentation des pressions dans le thorax ou intra-abdominal, il y a une gêne au retour veineux. Dans ces cas-là, on peut réduire la précharge. Et donc, ce qu'il faut comprendre, donc là, c'est une courbe qui est de physiologie. Donc, on a le volume d'éjection systolique à ce niveau. Et ici, on a la précharge ventriculaire. Et en fait, le ventricule droit, donc, qui est où le cœur, on peut réfléchir comme ça. Et il peut se trouver dans une zone de précharge dépendance ou précharge indépendance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, en fait, quand vous avez un malade qui est hypovolémique, avec un remplissage, donc au début, quand vous êtes par exemple dans une phase de choc hémorragique ou choc hypovolémique, le malade est très vide, un volume, donc vous allez augmenter la précharge, donc un faible volume va augmenter de manière très importante le volume d'éjection systolique. Donc c'est là, il y a une vraie dépendance de la précharge. Donc il suffit d'apporter par exemple 500 ml ou 250 ml, vous pouvez quasiment doubler le débit cardiaque, en tout cas augmenter de manière très importante le débit cardiaque. Donc, quand la pente ici est importante, donc la précharge dépendance est forte. Maintenant, vous avez beaucoup rempli votre malade et vous voyez que quand vous augmentez la précharge, par contre, le volume d'injection, son augmentation est très faible. Donc là, on est dans une phase de précharge indépendante. Donc il n'y a plus d'intérêt à remplir les malades, il n'y a plus d'hypovolémie. Et donc là, le problème n'est plus dans la correction de la précharge. Voilà, donc ça, c'est vraiment les cours de Frank Starling et de précharge dépendance. Alors, donc l'autre point qui peut varier le débit cardiaque, le volume d'éjection systolique, c'est la post-charge. La post-charge, c'est tout ce qui est en fait qui correspond à la contrainte qui va en fait c'est la contrainte qui va s'opposer à l'éjection du ventricule gauche. Donc vous avez au moment de la systole la valve aortique qui s'ouvre, qui éjecte le sang. Et donc tout ce qui va gêner à cette éjection, donc c'est la post-charge. Donc la post-charge, c'est quoi? Ce sont en fait des résistances artérielles. Et vraiment, si les résistances sont trop élevées, vous allez avoir une post-charge augmentée et du coup un volume d'éjection systolique qui va être diminué. Parce que le ventricule aura plus de mal à éjecter contre une post-charge élevée. Voilà, donc ça c'est surtout important. Si vous avez un cœur sain, en général, il arrive à éjecter sur
une charge importante, une hypertension très importante, mais par exemple sur un patient qui a une insuffisance cardiaque et un ventricule gauche qui est défaillant, il va avoir beaucoup plus de mal à pouvoir éjecter sur euh, un système très résistif avec une fausse charge élevée. Et donc, le troisième point qui peut influer sur le volume d'éjection systolique, c'est la contractilité vraiment intrinsèque du myocarde, donc c'est l'inutropisme. Et là, comment vous pouvez jouer là-dessus? Ça va être principalement les catécholamines et les drogues inotropes, qui sont principalement donc, la dobutamine, qui a un effet bêta positif, et vous avez l'adrénaline aussi, qui a un bêta plus alpha. La noradrénaline, elle est plus un effet alpha, elle va influer plutôt sur la résistance des vaisseaux. Elle a un petit effet inotrope qui est modéré, mais principalement vasoconstricteur. Donc, si vous voulez augmenter surtout l'inotropisme, vous allez utiliser la dobutamine ou l'adrénaline principalement. Et donc, vous pouvez l'évaluer de plusieurs manières. Donc, nous, on utilise dans notre service en réanimation chirurgicale avec l'échographie. On regarde la fraction des éjections ventriculaires gauche. Donc, ça nous donne une idée de la contractilité du cœur. Alors, donc là, on va résumer un petit peu les différents moyens de monitorage du débit cardiaque. Donc globalement, on avait dit que l'importance du débit cardiaque, c'est assurer l'apport d'oxygène aux cellules. Et donc le transport artériel en oxygène, en fait, c'est le débit cardiaque fois le contenu artériel en oxygène. Et donc pour mesurer chacun de ces paramètres, donc on a différentes méthodes. On avait vu pour le débit cardiaque, c'est vrai qu'en pratique clinique, c'est souvent ce qu'on utilise le plus, c'est essayer d'évaluer le volume d'éjection systolique pour lequel vous multipliez avec la fréquence, vous obtenez le débit cardiaque. Donc la fréquence, vous l'avez avec le CG. Le volume d'éjection systolique, ça, il y a plusieurs méthodes. On peut analyser le nombre de pouls, on peut faire une échographie pour évaluer ça, ou utiliser un Doppler œsophagien. Si vous prenez la définition physique du débit cardiaque, donc vous pouvez faire PAM moins POD sur les résistants vasculaires systémiques. Après, vous pouvez aussi évaluer en fonction de la consommation d'oxygène et de la différence artério-veineuse. Ça, par exemple, il y a des méthodes avec le TCO2 qui permettent ça. Et donc ça, c'est les trois grandes méthodes pour évaluer le débit cardiaque. Et les outils disponibles, donc vous avez le cathéter de soins de gorge, le PICO et le Doppler œsophagien. Donc on va reprendre, on verra tout ça après. Alors pour comprendre maintenant le contenu artériel en oxygène, parce que là vous pouvez influer sur le débit cardiaque, mais si vous avez un patient qui n'a pas un contenu artériel qui est très faible, notamment dans le cadre d'une anémie profonde ou d'un choc hémorragique, vous avez beau assurer un débit, si vous n'apportez pas de sang, il n'y aura pas d'oxygène qui va arriver au tissu. Donc ça, c'est important de comprendre. Donc, ça correspond principalement au contenu artériel en oxygène. C'est le produit de l'hémoglobine fois la saturation artérielle en oxygène fois un facteur de 1,34 et vous rajoutez l'oxygène dissous. Et donc, pour être sûr que vous assurez un transport en oxygène, vous pouvez en fait regarder tout simplement votre saturation et votre hémoglobine, qui correspond vraiment à la grande majorité du transport d'oxygène. L'oxygène dissous, donc la PO2 qu'on a dans le gaz du sang, l'oxygénation, la qualité de l'oxygénation pulmonaire, mais ce n'est pas du tout un facteur qui est majoritaire dans le transport de l'oxygène. Donc vraiment, le plus important, c'est l'hémoglobine et la saturation, qui, pour la grande majorité, participent au contenu artériel en oxygène. Et en fait, la saturation en elle-même, si vous avez une saturation qui est correcte et une hémoglobine qui est correcte, vous aurez un contenu artériel en oxygène qui est satisfaisant. Alors, les outils de monitorage disponibles. On ne va pas tout reprendre, mais c'est juste pour vous dire que ça s'intègre dans un monitorage multimodal. Vous avez au niveau hémodynamique des outils que vous connaissez, la pression non invasive, le CG, le segment ST, la saturation en oxygène. Donc ça, on a dit, c'est important finalement pour essayer de voir l'apport d'oxygène, le contenu artériel en oxygène. Vous allez avoir la pression artérielle, la pression veineuse centrale, le delta PP et le TCO2.
Et des monitorages plus complexes qui sont le cathéter de Swan, le Doppler œsophagien, avec, vous pouvez faire ça aussi à l'échographie ou à l'échographie transthoracique ou transœsophagienne. Vous allez avoir la SVO2 et le PICO. Donc, voilà, on va prendre point par point un monitorage hémodynamique. Alors, le CG, ben, ça va vous apporter tout simplement donc, la fréquence, donc c'est quand même important. Donc, il faut quand même être alerte hein, si les patients deviennent très bradycardes, des patients qui tolèrent mal la bradycardie. Et principalement, vous allez rechercher, détecter des troubles du rythme cardiaque, soit ventriculaire ou supraventriculaire. Donc, supraventriculaire, ça va être par exemple une tachycardie atriale, une fibrillation auriculaire, un flotteur, donc c'est comme une fibrillation oculaire mais c'est régulier. Et toutes ces les arythmies, il faut pouvoir, dans la mesure du possible, les corriger. Et vous pouvez aussi donc, détecter des blocs auriculo-ventriculaires, donc qui vont entraîner souvent une bradycardie et donc un bas débit. Donc ça, c'est important de pouvoir être alerte là-dessus. Et bien sûr, pour les troubles ventriculaires, c'est tachycardie ventriculaire ou fibrillation ventriculaire, ça, ce sont des urgences où il faut traiter ça tout de suite. Là, par exemple, vous avez un tracé de tachycardie ventriculaire, on voit que c'est régulier avec des QRS à complexe large, alors qu'ici, on a un tracé très désorganisé avec souvent donc, QRS large, des complexes de fusion, de capture. Donc ça correspond à une fibrillation ventriculaire. Là, on a une asystolie, il n'y a plus du tout de signal. Et ici, on a un tracé de fibrillation auriculaire. Donc, c'est des ondes P qui sont... Ce sont des ondes P qui sont... Alors, ensuite, pour la pression non invasive, donc, vous allez pouvoir évaluer la pression artérielle systolique, donc, qui correspond à la post-charge du VG. La pression artérielle moyenne, donc ça, c'est celle qu'on utilise pour refléter la perfusion des organes. Donc, à la différence du débit cardiaque qui n'est pas une grandeur régulée, la pression artérielle, elle est régulée. Donc, on a un système sympathique qui permet d'essayer, dans la mesure du possible, de corriger la pression artérielle. Donc, le débit cardiaque, lui, il est moins régulé. Vous allez avoir la pression artérielle diastolique. Donc, celle-ci, c'est un reflet indirect du tonus vasculaire artériel. Elle est importante aussi pour la pression en fait, de perfusion du myocarde, parce que les coronaires, c'est en diastole qu'elles se perfusent. Et donc, si vous avez une diastole qui est basse, il faut avoir une malperfusion coronaire. Donc, il faut, en général, on tolère 40 de pression artérielle diastolique. En dessous, on essaie de corriger. Et donc, la pression pulsée, c'est la différence de la pression artérielle systolique sur la pression artérielle diastolique. Donc là, on peut estimer, c'est un reflet indirect du volume d'éjection systolique. Voilà, donc les avantages, c'est quelque chose de simple à mettre en place. C'est assez reproductible. Je pense que ce n'est pas un monitorage de référence pour un patient qui est en phase critique, hein, parce qu'on veut un monitorage souvent qui est continu, alors que c'est discontinu. Et à force de comprimer tout le temps le bras de manière en permanence, donc on peut tout de même, déjà c'est douloureux pour le patient quand il est réveillé, et ça peut entraîner quand même un petit risque d'ischémie. Donc on le fait, mais il ne faut pas le faire trop longtemps de manière hyper fréquente. La saturation en oxygène, donc ça c'est, comme je vous l'ai dit, c'est super important finalement pour être sûr que votre débit cardiaque il assure un transport d'oxygène. Et, et donc c'est vraiment c'est vraiment l'outil le plus important pour évaluer le contenu artériel en oxygène. Et en fait, comment ça marche? En fait, c'est un signal infrarouge qui en fait va, en fonction du champ oxygéneux désoxygéné, il va y avoir une absorption des rayons infrarouges différents. Et en fonction, ils peuvent évaluer une saturation. Le problème de la saturation, donc si vous avez une anémie, donc vous n'allez pas avoir une différence sur le contenu artériel en oxygène.
Ça, c'est tout simplement la formule du contenu artériel en oxygène. Et vous allez avoir certaines situations où, notamment l'intoxication au CO, où le CO, en fait, il a une activité bien plus importante que l'oxygène. Et du coup, vous pouvez avoir une SAT faussement normale dans ce contexte-là. Et il faut bien comprendre qu'il faut une courbe qui soit bien pulsée. Et bien sûr, le problème, c'est qu'elle est un peu limitée, parce que dans certaines situations, s'il y a une vasoconstriction très importante périphérique, soit l'hypothermie, le choc carbonique ou les traitements vasopresseurs, on peut avoir une perte du signal. Alors, le TCO2. Donc nous, on l'utilise surtout pour l'anesthésie au bloc opératoire, donc en réanimation aussi, vous pouvez l'avoir. Dans notre service, on ne met pas de manière systématique. Et alors, donc il faut déjà être ventilé et intubé. Donc l'idée, c'est le signal, en fait, il est récupéré par tout simplement aussi par un système infrarouge. En fait, le CO2 peut absorber un petit peu les infrarouges. Donc il y a deux sites de mesure. On peut soit mesurer avec une méthode aspirative déportée. Donc le prélèvement à débit constant des gaz respiratoires au moins d'un calibre fixé sur le filtre. Donc ça veut dire tout simplement que vous allez avoir le TCO2 au niveau du raccord Hanley. Et sinon, vous prenez une ligne, en fait, une sorte de petite tubulure que vous raccordez sur le monitorage qui est sur le respirateur. En fait, c'est un bloc qui permet de mesurer le TCO2. Alors, pardon, c'était plutôt la méthode aspirative déportée qui est utilisée au bloc opératoire. Et la mesure en ligne, c'est la petite cellule qu'on met au niveau de la pièce santé. Alors, comment ça se passe? Vous allez avoir initialement, donc ça c'est la courbe de TCO2. Donc c'est en fin d'expiration, vous allez avoir le TCO2. Donc là, c'est la ligne inspiratoire. Donc le CO2 n'arrive pas pour l'instant. Et là, donc en phase de début d'expiration, il va y avoir une augmentation brutale du CO2. Après, il y aura une phase de plateau, où le TCO2 est en plateau. Et en fait, vous reprenez l'inspiration. Et donc là, le CO2 s'évacue de nouveau. Et on repart sur l'inspiration. Alors, ce qu'il faut comprendre avec le TCO2, c'est un outil intéressant parce que donc, elle a donné des indications sur la qualité, enfin la quantité de la ventilation fournie aux patients, mais aussi sur l'hémodynamique. Pourquoi? Donc, plus vous ventilez, donc déjà c'est le TCO2, elle reflète un peu la PaCO2 que vous pouvez avoir sur votre gaz du sang. Il y a toujours un gradient de 5 mm de mercure entre les deux. Toujours, le TCO2 est toujours plus bas que la PaCO2. Elle est toujours plus basse que la PaCO2. Et donc, soit vous êtes en hypoventilation, donc le TCO2 va monter, ou soit vous êtes en hyperventilation, donc le TCO2 va diminuer. Et donc, il faut bien, par contre, dans ces cas-là, s'assurer que la baisse de l'ETCO2 elle est bien liée à un excès de ventilation, parce qu'il y a une situation qui peut entraîner une baisse de l'ETCO2, c'est un bas débit cardiaque. Donc vous allez avoir une chute brutale de l'ETCO2 en cas d'arrêt cardiaque, d'embolie pulmonaire, de tout grand bas débit, un patient qui va être vraiment très instable. Le TCO2 va diminuer progressivement. Là, pour l'arrêt cardiaque, on voit le TCO2 qui diminue progressivement puis s'arrête complètement. Et donc, ça, c'est tout simplement lié au fait qu'il n'y a plus de sang qui arrive au poumon. Donc, si le sang n'arrive plus au poumon pour libérer son CO2, il n'y a plus de CO2 qui sort au niveau de la trachée et de la sonde d'intubation. Et donc, ce qui explique la baisse du CO2 en cas de bas débit. C'est un outil vraiment intéressant pour détecter des incidents hémodynamiques. Donc, comme je vous l'expliquais, donc s'il y a une diminution, soit vous hyperventilez, soit c'est une chute du débit cardiaque. S'il augmente, soit c'est une hypoventilation alvéolaire, soit vous avez corrigé le débit cardiaque. Alors, la pression artérielle. La pression artérielle, donc c'est un monitorage vraiment indispensable en réanimation.
Donc, vous pouvez poser l'artère principalement, elle est posée en première intention en radiale. Après, dans les cas d'urgence ou vraiment pour faciliter les choses, on le met en fémoral, on met cathéter artériel et veineux en fémoral d'emblée. De manière exceptionnelle, on peut être amené à mettre un cathéter artériel en axillaire quand l'abord devient compliqué, hein, les abords deviennent compliqués. Donc idéalement, il faut faire un test d'haleine. Donc test d'haleine, c'est vous allez vérifier qu'il y ait des collatéralités après compression de la radiale. Donc vous pouvez faire classiquement demander au patient de serrer plusieurs fois le poing après la compression radiale. Et si en fait il y a une recoloration qui se fait, c'est qu'il y a une collatéralité. Après, vous pouvez faire tout simplement le signal de saturation. Vous mettez une saturation sur l'index. Et si vous comprimez la radiale et que le signal de saturation persiste, c'est qu'il y a une collatéralité. Alors, le 0, il ne faut pas oublier de le faire au niveau de l'oreille droite ou à l'hémithorax. Et voilà. Donc, juste pour vous expliquer un peu les différentes courbes possibles. Alors, là, vous avez l'aorte ascendante. Donc ça, en général, on n'a jamais ce signal-là parce qu'on ne met pas de capteur dans l'aorte ascendante. Ça nous arrive au bloc opératoire en chirurgie cardiaque, des fois, le chirurgien nous met un capteur de pression transitoirement quand il y a un doute sur le signal en périphérie. Et en fait, vous allez avoir, plus vous partez en périphérie, plus la systolique va augmenter. Donc dans l'aorte ascendante, dans la fémorale et la radiale, donc plus vous êtes dans les petites artères, plus la systolique va monter. Et plus en fait la diastolique va baisser. Donc ça, c'est vraiment physiologique. C'est lié, voilà. C'est vraiment, vous allez avoir un signal avec une pression pulsée qui est plus importante en périphérie. Maintenant, il y a certaines situations qui modifient le signal de l'artère. Vous allez avoir, dans une artère normale, en fait, elle est en général un petit peu élastique, alors que quand elle se rigidifie, il y a un phénomène qui peut se majorer, c'est le phénomène de restitution de pression. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une onde de pression qui part en systole. En fait, elle revient très vite parce que l'artère est rigide, l'onde de pression revient très vite. Et en fait, vous allez avoir une surélévation de la courbe de pression à ce niveau-là. Et donc ça, on retrouve beaucoup chez les personnes âgées qui ont des artères souvent assez rigides, ou chez les patients hypertendus, chroniques, qui ne sont pas à l'équilibre. Alors, voilà, donc la pression artérielle systolique monte avec un aspect bifide, et la pression artérielle diastolique baisse. Et en fait, l'effet de restriction de pression, il devient précoce, hein, alors que normalement, il arrive en diastole. Et là, il arrive beaucoup plus vite à un moment de la systole. Donc, c'est pour ça que ça surestime un petit peu la pression artérielle systolique. Et donc, si vous avez un choc, vous avez une vasoconstriction assez périphérique et vous avez un ralentissement de l'onde de pression. Et donc, vous allez avoir un aspect bifide de l'onde de pression. Donc, souvent, vous allez avoir cet aspect-là dans les états. Donc là, c'est dans l'aorte et là, c'est dans l'artère fémorale. Donc, la deuxième onde vraiment arrive un peu plus tardivement. Voilà, donc ça, c'est des petites choses qu'on peut essayer de voir et d'interpréter quand vous avez une pression artérielle invasive. Bien sûr, donc il faut surveiller les complications. Hein, ça peut entraîner un hématome, une infection du site, une ischémie de la main. Il faut vraiment faire attention. On a plein d'accidents qui sont possibles. Hein, et donc, au moindre problème, il ne faut pas hésiter à la changer. Même des fois, on est amené à faire une artériographie pour voir s'il n'y a pas un caillot qui peut être retiré. Voilà. Alors, sur la courbe d'artère, vous pouvez aussi monitorer le delta PP. Donc ça, en fait, ça permet, l'idée, c'est de voir si les patients, on en parlait donc de la précharge, de voir si le patient est précharge dépendant. Et donc, comment ça fonctionne? Donc, c'est pour les patients qui sont ventilés. Et alors, il faut qu'ils soient bien sédatés, sinusal, avec un volume courant en moins de 7000 kg. Et en fait, on va regarder la courbe, on va analyser. Donc maintenant, les moniteurs le font un peu de manière semi-automatique. Donc,
on va regarder les variations de pression du malade en fonction du cycle respiratoire. Et donc, il y a la pression pulsée max. On fait pression pulsée max moins pression pulsée min sur la pression pulsée max plus la pression pulsée min divisé par 2. Donc, en gros, on prend à ce niveau-là, on fait la soustraction sur l'addition divisée par 2. Mais en fait, le moniteur, il le fait automatiquement. Et là, de toute façon, on voit qu'il y a une variabilité au niveau systolique. Mais là, on fait sur la pression pulsée. Et en général, au-delà de 13% de variation, on peut dire que le patient il peut répondre au remplissage. C'est-à-dire en remplissant le malade, on va augmenter le débit cardiaque. Alors comment ça fonctionne? Donc quand vous allez intuber un malade, en fait, vous changez le régime de pression respiratoire. Donc vous allez pousser de l'air dans le poumon. Donc on augmente les pressions intrathoraciques. Donc qu'est-ce qui se passe? Si le malade il est un peu hypovolémique, donc il y aura une diminution du retour veineux. Donc il y aura une baisse du volume d'éjection systolique du ventricule droit. Et 3 à 4 systoles après, donc le retour veineux pulmonaire qui va assurer le remplissage du ventricule gauche, il y aura une baisse aussi du volume d'éjection systolique du ventricule gauche. Donc, ce qui entraîne cette diminution au niveau de la courbe. Voilà, donc ça, c'est la pression artérielle, la saturation artérielle en oxygène, des petits outils de monitorage, le CG, donc ça c'est vraiment le monitorage classique. Et dans certains cas, donc, on est amené à faire un monitorage un peu plus invasif, donc surtout chez les patients les plus critiques. Et donc là, on va parler en premier du Doppler œsophagien. Donc l'idée du Doppler œsophagien, c'est on va mettre une sonde œsophagienne qui va mesurer le flux du sang dans l'arbre descendant. Donc, en fonction, on va mesurer donc les vitesses du flux. Ça va donner une courbe comme ça. Donc là, c'est vraiment en systole. Là, c'est en diastole, systole, diastole. Et comment on va réussir à évaluer le débit cardiaque? Un débit cardiaque, c'est quoi? En fait, il faut qu'on ait une idée de la surface aortique. En général, c'est paramétré par la machine. Et c'est le produit de la surface aortique fois l'ITV du flux aortique fois la fréquence. En fait, l'ITV du flux aortique fois la fréquence, ça va correspondre au volume d'éjection systolique. Alors, pardon, ce que je veux dire, c'est que la surface fois l'ITV, ça va correspondre au volume d'éjection systolique. Et vous faites le produit de la fréquence cardiaque, vous aurez le débit aortique. Et le débit aortique sur l'aorte descendante, en général, c'est à peu près 70% du débit cardiaque global. Parce que vous allez perdre tout le débit qui est parti au niveau cérébral. Donc vous faites la surface fois l'ITV, vous avez le volume d'éjection, le volume à chaque cycle éjecté, et fois la fréquence, vous aurez le débit aortique. Donc c'est vrai que l'avantage, c'est assez facile, c'est quand même moins invasif que les autres moniteurs disponibles dont on va parler ensuite. Mais bon, le problème, c'est qu'il faut quand même faire attention, il faut la placer correctement, il faut être bien aligné sur le flux. Il faut s'entraîner un petit peu pour le faire. Mais il faut faire attention, il y a certaines pathologies, on ne peut pas l'utiliser, tout ce qui va être dans les varices œsophagiennes sévères, quand il y a eu des chirurgies au niveau œsophagien ou de la radiothérapie médicinale, des fois on préfère éviter. Voilà. Mais c'est un outil qui est souvent utilisé au bloc opératoire pour les chirurgies lourdes, parce que c'est quand même moins invasif que la Swan, plutôt en chirurgie non cardiaque. Nous, on n'utilise pas trop en chirurgie cardiaque. L'échographie, donc ça, c'est un outil maintenant qui est utilisé assez fréquemment, et nous, en chirurgie cardiaque, en animation de chirurgie cardiaque quotidienne. Donc, c'est l'intérêt, donc ça va vous permettre de donner le débit cardiaque, mais ça va vous donner surtout des informations complémentaires. Donc, vous pouvez évaluer la contractilité, voir la fraction de dissection ventriculaire gauche, alors qu'avec les autres moniteurs, c'est un peu plus compliqué. Vous allez regarder directement donc, le flux au niveau de l'éjection dans la chambre de chasse du ventricule gauche.
Donc avec ce flux, vous allez pouvoir estimer le volume d'éjection systolique du ventricule gauche et le débit cardiaque. Donc pour cela, il faut mesurer le diamètre au niveau de la chambre de chasse ventriculaire gauche. Il faut faire l'ITV sous-aortique, donc c'est-à-dire que c'est la somme de toutes les vitesses. Donc ça, c'est le flux d'ITV. Vous tracez ça. Et donc en fait, le flux d'ITV, c'est quoi au niveau sous-aortique? En fait, vous faites un tir Doppler et vous obtenez en fait, les vitesses du sang à travers cette chambre de chasse. Et en faisant la somme de toutes les vitesses, vous pouvez estimer par le produit du diamètre de la chambre de chasse ventriculaire gauche, vous pouvez estimer le volume d'éjection systolique. Donc la surface fois l'ITV sous-aortique, ça fait le volume d'éjection. Et la surface, c'est la formule pi diamètre de la chambre de chasse au carré sur 4. Et donc une fois que vous avez le volume d'éjection systolique gauche, fois la fréquence cardiaque, vous obtenez le débit cardiaque. Et l'autre, l'intérêt de l'échographie, il y a plein d'informations complémentaires. Vous allez avoir, surtout dans le contexte en réanimation en général, vous pouvez regarder s'il y a un épanchement péricardique, voir s'il y a des signes d'embolie pulmonaire avec un cœur droit. Vous pouvez détecter plein de choses. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas continu, ça nécessite d'aller de manière répétée au lit du malade pour faire l'échographie. Donc là, par exemple, une échographie, on voit un épanchement péricardique qui est abondant, qui est circonférentiel quasiment. Ici, on voit une échographie, en fait, donc ça c'est une 4 cavités apicales. Donc là, c'est l'apex, le ventricule gauche, oreillette gauche, ventricule droit, oreillette droite. Ça, c'est totalement anormal de voir un ventricule droit qui est plus gros que le ventricule gauche. Donc là, c'est évocateur d'une embolie pulmonaire. Là, on voit un cœur en fait qui est un cœur de gauche qui est très dilaté. Donc ça peut rentrer dans le cadre d'une cardiopathie dilatée, faisant qu'une insuffisance cardiaque terminale. Alors, donc l'outil vraiment le gold standard pour monitorer le débit cardiaque, c'est le cathéter de Swan-Ganz. Donc celui-ci, il est tout de même de moins en moins utilisé en réanimation médicale. On le voit surtout il y a encore certains services qui l'utilisent, mais il est quand même de moins en moins utilisé malgré que ce soit le gold standard. Tout simplement parce que c'est vrai qu'il est un peu invasif et il peut entraîner certaines complications. Et ça demande surtout un peu une habitude en fait. Donc nous, on l'utilise beaucoup en chirurgie cardiaque, surtout pour les patients donc, qui vont avoir une chirurgie complexe, qui vont avoir une insuffisance cardiaque préopératoire sévère, et pour tous les patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire, ça reste quand même indispensable. En tout cas, c'est assez intéressant de l'utiliser dans ce contexte-là, chez les patients les plus fragiles, parce que ça nous donne vraiment un monitorage continu, et avec non seulement donc on a la mesure du débit cardiaque, on peut avoir la SVO2 et on a aussi les pressions dans le système à droite. Donc oreille droite, artère pulmonaire, et on peut avoir une pression capillaire, la PAPO. Alors qu'est-ce que c'est la Swan? Donc vous avez un ballonnet au bout et vous avez donc une sortie, une mesure de pression distale et une mesure de pression proximale. Il y a aussi une thermistance dessus, on ne la voit pas, mais qui permet de mesurer le débit cardiaque. Et elle est préformée pour pouvoir monter facilement dans l'artère pulmonaire. Et idéalement, pour pouvoir la positionner correctement, il faut toujours la poser en jugulaire droit. C'est le plus facile. On peut le mettre à gauche ou en fémoral, il y a des cathés spéciaux. C'est quand même plus compliqué. Le plus souvent, il faut essayer de la placer en jugulaire droit. Et donc, vous allez avoir comme paramètre la pression dans l'oreillette droite, la pression artérielle pulmonaire, PAPS systolique, moyenne et diastolique. Et la PAPO, c'est la pression artérielle pulmonaire occluse. Après, c'est la pression au bout après le ballonnet. Et en fait, ça mesure, l'idée, c'est que ça mesure la pression télédiastolique du BG. Donc, ça nous donne une idée des pressions qui règnent à gauche. C'est ça qui est intéressant. Donc, l'idée, c'est par exemple, un malade qui a des images pulmonaires de surcharge. Si la PAPO elle est élevée, c'est probablement lié à une insuffisance cardiaque gauche. Voilà le signal, vous montez d'abord, vous êtes dans l'oreillette droite, vous arrivez en jugulaire, veine cave, sup, oreillette droite. Là, vous arrivez dans le ventricule droit. Donc ça, c'est le ventricule droit. Et une fois que vous passez la valve pulmonaire,
Donc là, on voit qu'il y a une augmentation de la diastolique. Donc ça, vous êtes dans la pression dans l'artère pulmonaire. Et donc, une fois que vous avez gonflé le ballonnet, vous obtenez cette courbe. Donc on arrive dans une courbe qui devient moins pulsatile. Et donc là, on est vraiment dans la pression dans le réseau capillaire. On mesure la pape. Alors, on gonfle toujours le ballonnet en regardant la courbe. On gonfle le ballonnet seulement quand on progresse. Et quand on recule, il faut vraiment dégonfler le ballonnet à chaque fois. Vous allez avoir la SVO2. La SVO2, c'est l'adéquation. En fait, ça permet finalement de donner une résultance entre ce qu'on apporte en oxygène et ce que l'organisme capte en oxygène. Donc ça va donner une résultante. Et c'est une fibre optique en continu qui permet de la mesurer au niveau de la cathéter de Swann. Et donc, les déterminants de la SVO2, ça va être le taux d'hémoglobine, la saturation artérielle en oxygène. Donc, en fait, c'est le contenu artériel en oxygène, le débit cardiaque et la consommation d'oxygène, de la VO2. Alors, comment ça fonctionne la thermodilution? En fait, à la base, on mettait un bolus froid manuellement avant. Maintenant, ils sont un peu automatisés. En fait, vous mettez un bolus froid. Et en fait, le débit cardiaque, il est inversement proportionnel à la surface sur la courbe de réchauffement. Donc, vous mettez votre bolus froid. Là, c'est la température qui monte. Et donc, pour faire simple, quand le réchauffement est rapide, vous allez avoir un débit cardiaque qui est augmenté, alors que si votre débit cardiaque est lent, le réchauffement sera plus lent. Donc, plus la surface en dessous sera grande, et plus le débit sera faible. D'accord? Maintenant, c'est automatisé. Avant, on faisait des bolus manuels. Donc, il faut vraiment purger de manière régulière le cathéter. Il y a aussi une poche de contre-pression à ce niveau. Et il faut vérifier, faire une radio pour voir s'il est bien placé dans l'artère pulmonaire. Voilà, il ne faut jamais laisser le ballonnet tout le temps gonflé. On le fait de manière vraiment intermittente. On fait une à deux fois par jour s'il faut. On met 1,5 ml d'air dans le ballonnet. On dégonfle ensuite. Donc, comme tout cathéter, donc, on peut avoir des complications donc, au niveau de la ponction veineuse. Donc, on peut faire un hématome, un pneumothorax, on peut piquer le poumon à cause de l'aiguille. Ça, c'est pas spécifique du cathéter de Swann, c'est tout cathéter qu'on pose en jugulaire. Donc pareil, il faut attention aussi, il ne faut pas le garder trop longtemps parce que ça peut entraîner une infection. Et en général, on recommande de garder 4 à 5 jours, pas plus. Et le problème, c'est vrai qu'un peu ce qui est spécifique du cathéter de Swann, c'est que donc c'est déjà arrivé, donc c'est de perforer le VD. C'est très rare, mais c'est déjà arrivé. Ça peut s'enrouler et faire des nœuds avec les cathéters aux alentours ou sur lui-même. Donc des fois, on est obligé d'aller au bloc opératoire pour retirer le cathéter. Mais bon, c'est rarement létal, mais il y a quand même des complications qui ne sont pas anodines. Et donc tout ça, c'est tous les paramètres qu'on peut obtenir avec le cathéter de Swann, c'est pas pour les retenir, mais vous avez, donc on a déjà parlé de la pression veineuse centrale, la POD, la pression artérielle pulmonaire, donc systolique, diastolique ou moyenne, pression capillaire, c'est la PAPO. Vous allez avoir le débit cardiaque, l'index cardiaque. L'index cardiaque, c'est le débit cardiaque sur la surface corporelle. Et vous avez d'autres paramètres qu'on utilise moins. Mais donc c'est vraiment l'intérêt de ces monitorages, c'est qu'il y a ça apporte plein d'informations. Voilà, donc ça intéresse, c'est vous allez avoir une évaluation complète de l'hémodynamique. Ça reste le gold standard. Le problème, c'est que c'est invasif. Donc, la SVO2, on en a déjà parlé. Globalement, il faut un objectif, c'est 70%. Et il faut comprendre pourquoi il y a une chute de la saturation de la SVO2. Et donc cette SVO2, donc on avait dit, les déterminants, c'est le contenu artériel en oxygène, le débit cardiaque et la consommation en oxygène, la VO2. Alors le PICO, c'est un monitorage qu'on utilise dans certains services, nous on ne l'utilise pas. C'est un peu moins invasif, c'est le même principe que la Swann sur le fait que ça utilise la thermodilution. Donc vous envoyez un bolus froid, sauf que là vous l'envoyez en jugulaire, mais vous recueillez le signal dans l'artère, en fémorale, et vous obtenez en fait
une courbe de thermodilution et une onde de pouls. Et en fait, ça utilise 2 méthodes pour mesurer le débit cardiaque. D'avoir l'analyse de l'onde de pouls, donc sur la fémorale, en fait, en analysant la surface de l'onde de la courbe systolique, vous pouvez évaluer le volume d'éjection systolique. Et pour recalibrer ça, la thermodilution elle permet de recalibrer l'onde de pouls. Voilà, donc le principe, c'est que vous mettez un bolus froid dans l'oreille droite et vous regardez le temps que ça met pour atteindre, en fait, le temps mis par le bolus froid pour atteindre le capteur artériel, il est proportionnel au débit cardiaque. Voilà. C'est à peu près, c'est comme, ça ressemble un petit peu au principe de la swan. Et donc, ils ont des algorithmes qui essaient d'évaluer les différents volumes, notamment le volume d'eau extra-pulmonaire. Bon, ça, c'est pas très bien expliqué, mais c'est en tout cas le monitorage permet d'avoir cette donnée. Voilà, tous les paramètres. On a le débit cardiaque continu qui est recalibré donc avec la thermodilution. Il va vous donner comme information le volume télédiastolique du ventricule gauche. Alors là, un index, l'index d'inotropisme, l'eau extra-pulmonaire. Vous avez aussi le CPC et la SVO2. Bon, tout ça, c'est des paramètres composites et avec des algorithmes qui ne sont pas vraiment diffusés. Mais pour faire simple, vous utilisez la SVO2 et le débit cardiaque. C'est vraiment les 2 paramètres indispensables. Voilà, donc c'est vrai que c'est moins invasif que la SWAN. Donc ça, c'est intéressant pour ça. Après, c'est intéressant, je pense, pour un malade qui est en réanimation médicale, qui n'a pas de cardiopathie sous-jacente, et qui a un choc septique qu'il faut réanimer. Je pense que ça reste intéressant. Après, pour un malade qui a soit une cardiopathie un peu complexe, que ce soit une insuffisance cardiaque gauche ou droite ou valvulaire, c'est vrai que c'est plus intéressant donc, de compléter le monitorage soit par une SWAN et une échographie pour comprendre vraiment ce qui se passe. Voilà, en conclusion, donc le plus important, c'est faut que vous ayez comme un œil sur le patient en premier, hein, c'est comprendre c'est quoi un malade qui est en bas débit. Donc c'est un malade qui va être marbré, qui aura une diurèse qui va être altérée, qui va se ralentir, une oligurie, qui va devenir hypotendu, tachycarde. Voilà, tout ça, il faut vraiment évaluer ça de manière composite. Donc vous allez, chez tous les patients en réanimation, avoir une pression soit invasive ou non invasive, une saturation et un scope. Donc c'est pour ça qu'on monitore, hein, c'est pour prévenir ce genre d'événements, donc notamment de bas débit cardiaque ou d'état de choc. Et il faut bien comprendre que les principaux déterminants du contenu en artère, c'est vraiment la saturation et l'hémoglobine. Donc ça, vous le regarderez sur votre signal et sur votre bilan. C'est important. Et il faudrait vraiment le monitorage invasif pour les cas un peu plus complexes. Donc, soit c'est chez des patients qui ont des chocs mixtes, qui sont en post-op de chirurgie cardiaque. Des fois, on n'arrive pas à régler une situation. Hein. Vous avez réanimé un choc, vous pensez que les choses ne s'améliorent pas. Malgré le remplissage, on voit qu'il n'y a pas d'amélioration du débit cardiaque. Il faut envisager un monitorage plus complexe pour comprendre ce qui se passe. Vraiment, il faut intégrer tout ça avec une approche multiparamétrique. Voilà, donc vraiment, on se base sur vraiment les monitorages standards. Ensuite, on peut utiliser des outils intermédiaires qui sont le delta TP et le TCO2. Et pour les situations les plus critiques, il faut passer soit à un monitorage continu, hein, sur les cathéters de soins de Gans,